Bienvenue à tous. JMK rencontre aujourd'hui le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Affaires coutumières, une personnalité importante dans les dispositifs, notamment de la sécurisation du processus électoral ici en République démocratique du Congo. Nous avons fait des déplacements dès son domicile. D'abord, prendre le pouls de l'ambiance, responsabilité. Non, ce sont des habitudes que j'ai depuis mon jeune âge. J'ai beaucoup pratiqué les sports, spécialement les arts martiaux. Et je m'efforce de garder cette habitude. Aujourd'hui, avec les charges, c'est de plus en plus difficile, mais il faut le faire, sinon on ne saura pas tenir. Effectivement, les élections commencent, la campagne électorale. Vous êtes au centre du dispositif de sécurisation. Est-ce que les Congolais peuvent être sûrs aujourd'hui que vous allez sécuriser ces élections pour tout le monde et partout, ici au Congo? Le problème de la sécurité n'est pas un problème d'une seule personne. C'est vrai qu'officiellement, j'ai la charge de la sécurisation de notre pays dans son ensemble et particulièrement de ce processus électoral pour qu'il n'y ait pas assez de dégâts. Mais il faut les concours de tous. En ce qui concerne les processus électoraux, comme on le sait à travers le monde, c'est une période d'émotion, de tension, à tort ou à raison, les gens se fâchent. Ça demande un dispositif spécial du point de vue sécuritaire et c'est ce que nous sommes en train de nous déployer. Dans ces dispositifs, il y a la part du gouvernement que je représente, mais il y a aussi la part des acteurs politiques, spécialement, qui doivent encadrer leurs membres pour que les choses se passent très bien. Parce que si les élections finissent par le chaos, même celui qui sera élu ne saura pas bien diriger le pays. Donc nous devons, chacun à son niveau, chercher à apporter sa part de contribution pour que le processus se déroule très bien sans heurts. Alors, on vous a vu faire le compte-rendu de la conférence des gouverneurs, la 10e édition, ici à Kinshasa, avec le président de la République, qui était avec tous les gouverneurs. Est-ce que vous avez intégré la dimension élection dans cette conférence des gouverneurs? On a vu que parmi les résolutions que vous avez données, beaucoup de décisions fortes. Oui, en parlant de la sécurité, on fait allusion à tous les aspects de la vie nationale, pas seulement des élections. Au niveau des élections, j'ai eu à faire des messages écrits pour que personne n'ait prétexte ignorance en direction de tous les gouverneurs des provinces pour que la sécurisation des acteurs politiques, de leurs membres, tous les acteurs politiques? Tous les acteurs politiques et qu'il n'y ait pas entrave à la manifestation publique des uns et des autres. Je l'ai fait par écrit pour que personne ne me dise demain qu'il n'avait pas reçu cette instruction. Donc les gouverneurs qui vont, par excès de zèle, empêcher les opposants... Ils vont subir la rigueur de la loi. C'est lui qui va entraver à la liberté d'un opposant ou d'un homme du pouvoir. Oui. Sera sévèrement sanctionné. Donc le message est clair que le ministère de l'Intérieur, qui s'occupe de la territoriale, instruit tous les gouverneurs, tous les responsables du territoire, de laisser tout le monde faire sa campagne librement. Dans le respect de la loi, celui qui se conforme à la loi a toute la latitude de s'exprimer comme il veut, sans porter atteinte à l'ordre public. Alors, on a suivi des événements qui sont passés à Malémankoulou. D'abord, j'aimerais que vous nous précisiez ici si l'audio qu'on a entendu, qui moralise la communauté kassaïenne, etc., si c'est de vous. Et on a vu aussi un démenti qui a été publié. De quoi il en retourne tout ceci? L'audio n'est pas les miens, ce n'est pas ma voix. J'ai été étonné de voir que même les amis les plus proches me renvoyaient cet audio, me disant que c'était moi. Alors qu'à la fin de cet audio, la personne qui parle se présente. C'est un pasteur qui habite l'Afrique du Sud, il donne même son nom. Mais c'est curieux de constater qu'il y ait des gens qui propagent ça avec ma photo, avec mon nom, avec des commentaires disant que c'est moi qui parle dans l'audio. C'est tout simplement malheureux. Là où je trouve encore plus malhonnête, c'est lorsque ceux qui ont monté une sorte de vidéo avec ma photo ont coupé la dernière partie où la personne se présente. Je trouve ça méchant. Lorsque je vois des journalistes, vous êtes le président des journalistes de la ville de Kinshasa, je me plains devant vous.
il y a un groupe de journalistes qui est décidé à nuire à ma personne, qui propage des choses invraisemblables sur moi. Alors, je vous demande de les rappeler à l'ordre. Ce n'est pas ça, les journalistes. Pourquoi on vous attribue autant de pouvoir, Peter Kazadi, dans ce régime de Félix Tshisekedi? On dit de vous un homme fort, celui qui est au centre de beaucoup de décisions, et souvent des décisions graves, c'est Peter Kazadi. C'est pas moi qui suis puissant ni fort. C'est la loi qui est plus forte que nous tous. Moi, je suis là pour appliquer la loi. Et si je dois être fort, c'est en m'appuyant sur la loi. Bon, si appliquer la loi peut-être est synonyme d'être fort, mais sinon, je ne suis qu'un humble serviteur. Je suis là pour servir la République, sans parti pris. Je m'efforce à être équitable dans ma façon d'aborder les choses et faire justice à tout le monde, protéger celui qui est en droit d'être protégé et dénoncer celui qui est dénonçable. Donc, voilà. Depuis que vous êtes à ce ministère, on va dire, régalien, très puissant, quelle a été votre touche? Quel est votre apport au ministère de l'Intérieur? J'ai refusé de rester beaucoup trop longtemps dans mon bureau. J'aime être dans la rue, aller là où il y a des problèmes. Je ne sais pas dire comparativement à mes prédécesseurs. Réforme de la police, les mises en place qui ont patiné tout petit peu au début. Le processus de réforme de la police est en cours depuis des années. Mais j'ai essayé de booster certaines réformes. J'ai pris beaucoup d'arrêtés qui réglementent les secteurs de la justice, l'octroi des ports d'armes. Nous avons essayé de renforcer les conditions pour ne pas donner à tout le monde la possibilité d'avoir une arme, même s'il ne sait pas la manipuler, ce qui constitue déjà une insécurité pour lui-même, parce que lorsque vous êtes porteur d'une arme et que vous ne savez pas l'utiliser, ça peut se retourner contre vous, ça peut abusivement être retourné contre des paisibles citoyens. Nous avons essayé de mettre de l'ordre dans beaucoup de secteurs, particulièrement au sein de mon ministère, des services qui contenus dans mon ministère. Alors, on parle beaucoup d'équipements de forces de sécurité, notamment de la police. On a vu depuis quelques temps, dotation des tenues, mais la police est pleine aussi. Pas assez de mobilité, pas assez de carburant. Les commissariats, les sous-SIAT, il faut les équiper suffisamment. Est-ce que, dans la loi de la programmation, est-ce qu'il est prévu que, malgré les mises en place que vous avez faites au niveau de la police, de l'inspection générale, qu'il y a quand même des moyens désormais mis à la disposition de notre police nationale? Au jour d'aujourd'hui, la loi sur la programmation concerne l'armée. Oui. Ce n'est pas la police. Depuis que nous sommes là, nous faisons les plaidoyers pour que la police soit suffisamment prise en charge, que les moyens soient donnés. Je peux ici vous annoncer que nous avons passé commande de plusieurs véhicules qui sont en train de venir pour permettre à la police d'être mobile. Les équipements, nous les avons également commandés. Nous pensons que nous avons même initié la campagne de recrutement de 13 000 hommes qui est en cours. La dotation en tenue, vous l'avez dit, c'est déjà effective. Nous avons des milliers de tenues. Avec les bottes, avec les bérets? Bien sûr, c'est-à-dire les policiers sont habillés des pieds à la tête. Tout est là-dedans. Et ces tenues ne seront pas vendues. Ah, c'est pas vendu? 20 $, comme on disait autrefois? Oui, c'est la pratique qui se faisait avant. Ici, je profite pour lancer les messages aux policiers que ces tenues sont achetées par les contribuables congolais pour vous donner gratuitement. Personne ne peut vous vendre la tenue. Si on voit un commandant qui vend, il faut les dénoncer et il sera sévèrement sanctionné. Parlons un tout petit peu politique. Vous êtes ministre de l'Intérieur, c'est vous qui s'occupez des partis politiques, qui s'occupez à la fois de la sécurisation, on l'a dit. Ce qui s'est passé en Balémancourt, quelle est la position réelle du gouvernement? Est-ce que ça risque pas de se répéter ailleurs avec cette campagne électorale qui s'annonce quand même, on va dire, tendue? Nous ne pouvons pas souhaiter que ce qui s'est passé à Balémancourt se reproduise partout ailleurs. Ce sont des actes qu'il faut décourager. Nous avons déployé les forces de l'ordre
qui sont à la recherche de tous ceux qui ont commis ces crimes, parce qu'il s'agit bel et bien d'un crime. Bientôt, je pense, il y aura des audiences publiques pour juger tous ceux qui seront trouvés coupables dans cette affaire. Est-ce qu'on connaît la main noire qui se cacherait derrière tout ça? Oui, nous avons l'idée sur ceux qui sont derrière ces coups. Ce sont toujours des politiciens qui ne veulent pas aller aux élections, qui sont à la base de toutes ces poches de tension. Ayant réclamé les dialogues, il n'y a pas de crise dans les pays, il n'y a pas de raison pour qu'on aille dans un dialogue. Le processus électoral est en cours, il y a 26 candidats représentant pratiquement toutes les forces politiques du pays, tant du pouvoir que de l'opposition. Nous ne voyons pas pourquoi on ne doit pas aller aux élections. Et si pour cela, il y a de ces compatriotes qui pensent que leur absence sur la scène politique égale au chaos qu'il faut s'aimer au pays, il faut tuer des compatriotes, ils se trompent, puisque bientôt là, ils risquent d'être surpris. Les dispositions sont prises? Ah oui, hein, nous avons des pistes sur... les services sont en train de travailler. Dès que nous avons suffisamment d'éléments, tous ces gens seront dénoncés et traduits devant la justice. Et je voudrais dire, ces gens-là se recrutent tant dans la classe politique actuellement. Dans la classe politique actuellement? Oui, il y en a qui sont dans les institutions de la République, il y en a qui sont en dehors des institutions, qui travaillent pour qu'il n'y ait pas élection, qui recrutent des jeunes gens, qui leur font des cérémonies, leur faisant croire qu'ils deviendront invulnérables devant les forces de l'ordre. Un peu à la manière de Kamana Sapo autrefois. Oui. Nous avons des éléments... Et c'est la même chose à Kisangani, à Tchopo et... Mais aussi là-bas, c'est toujours des politiciens qui sont à la base de la plupart des tueries. On trouve toujours un motif d'ordre social, sociologique, on amplifie, mais derrière, les buts poursuivis, c'est rendre le pays ingouvernable pour qu'il n'y ait pas élection. Alors, à votre arrivée, il y a eu Kwamut, il y a eu les Mobondo. À un moment donné, vous avez même publié un communiqué, vous avez même dit dans une interview d'ailleurs, cette insécurité Mobondo, c'est derrière nous, c'est réglé. Mais il n'y aura pas d'élection en Kwamut. On a même annoncé dans le Congo central ici qu'il y a même la présence de ces gens. Bien sûr. Oui. Bon, vous voyez, lorsque je prends fonction, le phénomène était beaucoup plus récurrent. Nous nous sommes battus. Aujourd'hui, nous l'avons quand même réduit. Parce que ces gens vivent dans la profondeur aujourd'hui. Ils ne sont plus assez visibles comme, par exemple, dans la ville de Kwamut, où je me suis d'ailleurs rendu. Vous avez trouvé qu'il y a du calme. Ils se sont retranchés dans la profondeur et aujourd'hui, ils commettent des actions qui ressemblent à des actions terroristes. Terroristes? Oui, parce que... Il n'y a plus de revendications territoriales? En tout cas, il n'y a plus de revendications à caractère territorial. Ce sont des gens qui se comportent pratiquement comme des terroristes. Ils commettent des actes de terrorisme, ils égorgent des gens, ils surprennent les gens et les massacrent. Il n'y a plus du tout... Parce qu'une commission a été mise en place qui a fait du travail, qui a sorti plusieurs milliers de Mobondo. Certains avaient opté d'aller en formation dans l'armée. Les autres ont choisi de reprendre la vie civile. Nous avons essayé de les encadrer. Mais d'autres encore, des petits groupes, résistent. Et c'est ces groupes-là qui, de temps en temps, commettent des actes à caractère terroriste. Alors, aujourd'hui, vous étiez ou vous êtes toujours de l'IDPS, il faut qu'on le sache. Je suis toujours de l'IDPS. Alors, vous avez créé votre parti politique, tout le monde... Pas du tout. Je n'ai pas créé un parti politique. Je suis membre de l'IDPS. Peter Kazadi, encore et toujours membre de l'IDPS? Toujours membre de l'IDPS. Et ce parti politique, il va avoir qui a des candidats qui font campagne maintenant. Il y a les partis politiques qui se créent, qui trouvent peut-être que nous sommes un modèle
ils optent pour nous mettre en exergue. C'est ce que j'ai constaté. Donc c'est un parti politique de votre obédience. C'est un parti politique qui a de la sympathie pour ma personne. Donc vous n'êtes pas l'autorité morale? Ben, je ne sais pas la notion de l'autorité morale. Hein. Je ne connais pas cette notion-là. C'est que je sais que nous avons des partis alliés qui nous apprécient, qui parlent de nous dans leurs manifestations. Et moi, je ne peux pas leur interdire de faire ça. Alors, cette campagne, on voit qu'il y a une espèce d'assurance exagérée du côté de l'Union sacrée par rapport aux 26 ou 25 candidats, notamment de l'opposition. Donnez-nous 5 raisons qui vont faire que Tshisekedi Félix soit réélu. 5 raisons. Vous savez, Jean-Marie, ce que moi j'ai appris, la première des choses qu'il faut faire dans la vie, c'est avoir confiance en soi-même. C'est ce que vous appelez l'assurance exagérée. C'est la confiance en soi. Alors, tout en ayant confiance en soi, il faut toujours apprécier l'adversaire. Et l'apprécier à sa juste valeur pour que vous ne soyez pas surpris. Dans cette campagne, nous pensons que nous avons un discours. Nous avons plus de 5 éléments qu'on peut présenter au peuple congolais. Et cela, on peut les retrouver dans tous les aspects de la vie nationale. Sur le plan social, la mesure phare que le président de la République avait annoncée dès le début de son mandat et pour laquelle il était jugé d'irréaliste, c'est la gratuité de l'enseignement. Qui est effective aujourd'hui? Qui est effective, totalement effective. Et moi, j'ai fait partie de la commission qui travaille sur ces questions. Je vous dis que nous avons eu des journées et des nuits en train de nous gratter la tête où est-ce qu'on va trouver l'argent pour matérialiser cette volonté du chef de l'État. Et je peux vous dire, la façon dont les choses se déroulent aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes surpris. C'est une mesure qui touche toutes les couches de la population congolaise. Plus de 5 millions d'enfants sont allés à l'école depuis que nous avons pris cette mesure. Ces 5 millions restaient à la maison puisque les parents n'avaient pas d'argent. Ça, c'est un. Tout de même. Oui, allez-y. 2. Oui. Toujours sur le plan social. Le président Tshisekedi décide la gratuité de la maternité. Qui est effective aussi. Qui est aussi effective puisqu'elle est progressive. Les mamans qui vous suivent là, elles vont dire, mais est-ce que le ministre Peter va dans les maternités? Bien sûr, bien sûr. On nous bloque parfois pour sortir. Moi-même, j'ai construit un centre de santé en Banzalemba. Qui va à Kinshasa, qui va aussi bénéficier de cette mesure de la gratuité des maternités. Donc, moi-même, je suis acteur dans cette affaire et c'est palpable, c'est visible. Pour ceux qui ont beaucoup d'argent, qui ne sont pas aussi nombreux que ceux qui n'en ont pas, ne savent pas l'importance de la maternité. Les difficultés que connaissent les familles pour accoucher lorsque une maman est à terme, ça pose trop de problèmes. Ici, si la maman connaît, par exemple, la césarienne, oui. Tout ça, c'est pris en charge par l'État. Attention, donc, c'est une quand mesure... les gens suivent comme ça, ils risquent, une fois qu'ils envoient leurs femmes à l'hôpital, oui. Tout est pris en charge par l'État. Je dis bien que tout ce qui est lié, tout ce qui touche à la maternité est gratuit. Ça, qui paie? Qui paie alors à la place? C'est l'État congolais qui paye. Ça, c'est une des mesures de Félix Tshisekedi. Sur le plan des infrastructures, oui. Les programmes des 145 territoires, dans votre village Jean-Marie, je pense que vous y allez de temps à autre. Est-ce que vous vous êtes rendu, depuis quand vous êtes rendu là-bas? Il y a 3 mois. Est-ce que vous pouvez donner témoignage des réalisations nées du programme des 145 territoires, chez vous, dans votre village? C'est vous qui faites la propagande. Aujourd'hui, c'est vous qui faites la campagne. Hein? Il y a des écoles, il y a des hôpitaux, il y a des bureaux des administratifs, ce qui n'était pas le cas hier. Ça, c'est Félix Tshisekedi. Et ça ne touche pas les riches qui sont à Kinshasa.
dans des bureaux climatisés. Ça touche au fin fond de la République. Ça touche les Congolais réels. Celui-là qui vit dans la nature. Ils sont bénéficiaires de ces infrastructures-là. Il y a la construction des routes. Il y a les ponts qui ont été jetés. Des ponts modulaires, des ponts modernes qui sont jetés ici et là. Ça, ce sont des réalisations de Félix Tshisekedi. Dans les 5 ans moins 2 que nous avons connus ici. Pourquoi moins 2? Moins 2 parce que vous le savez bien. Mais il était toujours président. Il était président, mais vous savez que les pouvoirs sous FCC Cash étaient entre les mains du FCC qui en faisait ce qu'il voulait, qui ne voulait pas qu'il y ait progrès dans les pays, qui pensait qu'il fallait bloquer l'action de Tshisekedi pour le présenter à la fin du quinquennat comme quelqu'un qui n'a rien fait. Donc, les 3 ans, ici, lorsque le président Tshisekedi a pris les choses en main, il a fait des réalisations. Mais les opposants... Donc, je vous dis que je peux énumérer. On a compris, la campagne a déjà commencé, c'est tout à fait normal. Okay. Mais Katumbi vous dit, votre régime, c'est la corruption, beaucoup de scandales. Votre régime, c'est le franc congolais qui a déprécié. Votre régime, c'est des faillites comme Congo Airways. Il dit, voilà, avec tout ça, il est difficile de rire Félix Tshisekedi parce qu'il n'a apporté que de problèmes aux Congolais, que de malheurs aux Congolais. Okay. Ça, c'est Katumbi qui le dit. Katumbi parle de la corruption. J'ai suivi le pasteur Ngoï Mulunda à la télé, bien avant que Katumbi ne soit même candidat président de la République, dénonçant la corruption dans les chefs de Moïse Katumbi, qui a acheté... Ça, c'est vieux, ça, avant que Félix arrive au pouvoir. Oui, c'est-à-dire que... Il parle de 5 dernières années. Il est en train de parler de son propre cas. Ce sont des gens qui sont venus en politique pour se faire de l'argent. Et qui pensent que tous ceux qui sont dans la politique, c'est pour se faire de l'argent comme eux. Katumbi n'a eu de l'argent que par des voies détournées. Mais c'est un grand commerçant. Oui. C'est un patron c'est un grand commerçant qui a subitement... qui s'est enrichi subitement. Qui était millionnaire avant. Non, d'ailleurs, il vous a même dit, je les ai tous pris en charge, eux tous. J'ai payé les billets, je les ai nourris, je les ai... Tout ça. Aujourd'hui, ils me diabolisent. Mais quand je payais pour eux, là, j'étais mauvais. Et vous pensez que ça, c'est un argument? Vous avez de l'argent mal acquis, vous venez vous incorporer dans l'opposition, vous commencez à utiliser... C'est ça le problème avec Katumbi. C'est de penser qu'avec l'argent, il peut tout acheter. Non. Il y a des gens qui, en dépit de votre argent, ne sont pas achetables. Il a tenté effectivement avec son argent, il a cru à un moment donné qu'il avait la même mise sur l'UDPS. C'est ce qu'il avait cru. Oui. Mais il a déchanté tout de suite. Il a déchanté. Mais pourquoi on n'avait jamais reconnu qu'il vous a pris en charge, qu'il vous a payé tout, qu'il vous a... Oh là là. Il l'a dit maintenant sur la place publique. Donc, si vous aidez quelqu'un aujourd'hui, si moi je vous aide ou vous m'aidez, vous devez passer sur la place publique et raconter à tout le monde. Moïse Katumbi a participé, puisque lorsque nous sommes dans les rassemblements... Il parlait de Jean Val, là. Plus de 100 personnes. Lorsque nous sommes dans les rassemblements, on faisait la cotisation. Et on déterminait même les montants pour chaque parti. L'IDPS s'acquittait toujours de sa part. Toujours. Et si Moïse Katumbi pouvait donner plus puisqu'il avait l'argent mal acquis qu'il pouvait ajouter, en quoi il peut dire que tout ça c'était destiné qu'à l'IDPS? L'IDPS donnait sa part, conformément à ce qu'on convenait. Même les Fayoulou là, ils donnaient aussi leur contribution comme regroupement politique. Je pense à l'époque c'était Dynamique, quelque chose comme ça. Ils contribuaient. Alors si Katumbi pouvait donner plus, puisque lui avait a volé l'argent de l'État dans les Katanga lorsqu'il était gouverneur. A volé ou il a travaillé? Chef d'entreprise, on l'a dit. Lorsque Ngoï Mulunda dénonce les chefs d'entreprise avec des éléments probants, vous pensez que c'est élogieux pour lui? Revenons à cette campagne électorale. Peter Kazadi, vous êtes l'un des personnages le plus influent auprès de Félix Tshisekedi, président de la République, mais grande autorité suprême de l'Union sacrée. Est-ce que de personnalités importantes
du Présidium, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere, Bat Lukwebo, Mbosso, peuvent être coordonnés par un militant de l'UDPS ou deux militants de l'UDPS, Jacquemain Chabani et Akassia Ouvandola. Je ne sais pas d'où vous tirez ça. Hein. C'est l'organisation de cette campagne? Non, pas du tout. L'Union sacrée reste l'Union sacrée. L'Union sacrée a ses statuts, elle a son organisation. Dans cette organisation, il y a les présidiums que vous venez de citer, il y a les secrétariats exécutifs, il y a la conférence des présidents et il y a la grande assemblée qui réunit tout le monde. Lorsque vous voyez dans cette structuration, il n'y a pas des militants de l'IDPS qui... Mais on voit la campagne électorale? Non. La campagne aujourd'hui est présidée vous êtes par le président Tshisekedi, mais coordonnée par deux militants de l'IDPS. Non. En tant que journaliste, vous avez le devoir de donner de la lumière au public lorsqu'il y a des choses, des incompréhensions comme vous soulevez là. Et je considère que ce n'est pas vous qui êtes dans cette incompréhension. Peut-être vous posez la question pour permettre au public de comprendre ce qui se passe. Jacquemain Chabani et Akassia sont, je dirais, dans l'antichambre du président candidat. Tu pas que coordonne la campagne du président? Ils n'ont aucun pouvoir sur la structure Union Sacrée. Aucun. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils sont là, pas pour jouer les rôles politiques, mais pour jouer un rôle purement technique. Coordonner les activités, par exemple les déploiements de matériel. Vous voyez mais pourquoi vous n'avez pas donné la coordination de cette campagne à une grande personnalité comme Vital Kamere, comme Jean-Pierre Bemba, comme Bat Lukwebo qui a une grande expérience? Tous ces leaders jouent chacun un rôle. Dans son coin? Dans sa zone qu'on lui a attribuée. Ils ne peuvent pas tous jouer partout. Nous nous sommes distribués des rôles. On a dit, chacun va s'occuper de son espace linguistique. Ce sont des grands leaders politiques. Ils doivent être proches de leur base pour donner les mots d'ordre afin que le président soit élu massivement. C'est ça, ça relève de notre stratégie, ça n'a rien à voir avec toute autre insinuation. C'est pas de l'humiliation, ça? Des grands leaders? Je vous ai fait remarquer que l'Union sacrée est une structure à part, qui n'a rien à voir avec Chabani ni avec Akassia. Ça, c'est très clair. Et tout le monde le sait comme ça. Et l'Union sacrée s'est organisée. Ils ont convenu de commun accord pour que chacun joue un rôle. Jean-Pierre Bemba va s'occuper de l'espace lingalaphone. Le président Bahati et les VPM Vital, ils vont s'occuper de l'espace swahiliphone. Le Premier ministre, c'est-à-dire l'Est du pays, le Premier ministre s'occupe du Grand Katanga. Augustin Kabouya s'occupe du Grand Kasaï. C'est comme ça que nous nous sommes attribués des tâches. Il n'y a pas de confusion du tout. Sans moyens. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sans moyens. On a donné des moyens. La campagne ne se fait pas sans moyens. Ça, parce que vos candidats se plaignent. J'ai fait un peu l'avocat du diable aujourd'hui. Non, ça c'est vous qui vous plaignez. Les candidats qui sont déployés sur les terrains, ça c'est vous qui pas de moyens, pas des moyens, des effets de campagne. Vous qui vous allez gagner comment? C'est vous qui vous plaignez ou qui sondez pour avoir les informations. Nous sommes assez organisés. Je pense que tous nos candidats vont très bien battre campagne. Alors, Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur, à la fois candidat lui-même, et même si vous ne l'avez pas accepté tout à l'heure, autorité morale quand même, vous allez faire comment pour vous départager de votre mission, d'à la fois de celui qui coordonne la sécurité de la territoriale, et vous êtes candidat vous-même, ça ne veut pas quand même juger parti là? Oh. Comment juger pas? Si j'étais membre de la commission électorale nationale indépendante, on me taxera de juger parti. Je n'ai rien à voir avec
les processus de l'organisation des élections. Moi, je m'occupe de la sécurisation du peuple congolais dans son ensemble. Et cela ne peut pas m'empêcher d'être candidat. Je vais concourir comme tout le monde. Et cela suppose avec les moyens de l'État? Non, pas du tout. Je vais battre campagne avec mes moyens propres. L'État ne m'a pas donné les moyens pour aller battre campagne avec ça. Mais on vous a la loi vous dit de démissionner. Ce gouvernement n'a pas démissionné pour respecter la loi. La loi ne le dit pas. Vous pouvez me donner un seul article de la loi qui dit ça. Donc vous êtes organisé pour... Nous sommes au gouvernement. Oui. Ceux qui sont concernés par ce que vous dites, ce sont des administratifs. Parce que l'administration est censée être... Mais jusque-là, la ministre du Portefeuille avait publié ses communiqués que personne n'a respecté parce qu'aucun administratif n'a démissionné. Je pense que s'il y en a qui n'ont pas démissionné, il y a une sanction qui est prévue certainement. Il faut appliquer la sanction. Qu'on doit mettre en exergue. Bien sûr. C'est vous qui faites respecter la loi avec votre collègue de la justice. C'est pas moi. Moi, je ne suis pas juge. Hein. Moi, c'est lorsqu'il y a des décisions devenues définitives. Oui. Avec les forces de l'ordre, nous appuyons la justice à appliquer les décisions judiciaires. Alors, terminer cette émission avec un journaliste qui est en prison, parce qu'effectivement, vous avez dit que j'étais patron des journalistes. Stanislas Boujakera, vous êtes le patron de la NER. Aujourd'hui, la grande presse internationale vous reproche de faire la sourde oreille sur le cas de ces journalistes dont la véracité des faits n'est pas prouvée aujourd'hui. Le président de la République a dit « Moi-même, je suis peiné par ce qui arrive à Boujakera. » Mais vous, le patron de la NER, vous dites quoi? Je suis aussi peiné. Jean-Marie, vous savez bien que j'ai quand même une relation personnelle avec Stani. Oui. Le président l'a dit, vous aussi vous le dites, mais vous ne faites rien. Oui, mais c'est ça le problème. Dans ces pays, j'ai comme l'impression qu'on veut une chose et son contraire. On veut un état de droit, en même temps, on veut les hommes forts qui interfèrent dans l'application de la loi. J'ai beaucoup de compassion pour Stani. Ça, je vous le dis sincèrement. Et je n'ai aucun intérêt à voir Stani souffrir. Mais il souffre. Oui, il souffre. Et il est en prison injustement. Je ne sais pas dire que c'est justement ou injustement. Laissons la justice faire son travail. J'ai eu à rencontrer certains journalistes, des grands médias. Oui. On peut le citer. Vous êtes un grand média ou un petit média? À vous de le dire. Bon, j'ai rencontré des journalistes des grands médias qui sont venus me parler du cas de Stani. Je leur ai rappelé chez eux, dans leur pays. J'ai rappelé même des cas où, maintenant, là, les journalistes sont... Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas voir les dirigeants de leur pays, là? Là, vous parlez des Reporters sans frontières, de RFI, de France 24, de TV5, etc. Ils ne vont pas voir les dirigeants de leur pays, leurs présidents de chez eux, là, leurs ministres de chez eux, là, pour qu'ils aillent faire sortir les journalistes de la prison. Chez eux, ils respectent la justice. Ils respectent des juges. Chez nous, ils viennent pour que les hommes politiques commencent à donner des injonctions aux juges. C'est injuste. Mais je leur ai dit, moi je suis avocat de formation, on ne doit pas politiser les cas de Stani. Il est poursuivi sur base des allégations qui peuvent être balayées comme ils peuvent être prouvés par le ministère public. Il faut tout simplement organiser la défense de Stani de manière strictement professionnelle pour qu'il se tire de cette affaire. S'attendre aujourd'hui à ce que le président de la République donne des instructions, des ordres aux magistrats. On a vu des cas, monsieur le ministre. On a vu les cas. Je vous dis que... On a vu des cas, ce que vous appelez des cas, des personnalités emblématiques. Franck Diongo, par exemple, a été libéré. Franck Diongo, on lui reprochait l'utilisation des armes et tout ça. Il est pris, il est dehors. Sous quelle forme? Liberté provisoire.
Sur ordre du président de la République. Ça, on ne sait pas les dire, on n'était pas dans les secrets. Donc, il y a des règles en droit qui méritent d'être suivies et respectées. Ne politisons pas les cas de Stani. Stani n'est pas un politicien, n'est-ce pas? Et le président lui-même a dit qu'il ne pourra intervenir que si, à l'issue du procès, puisque là, la Constitution lui reconnaît les droits, si jamais Stani est condamné, de prendre une mesure de grâce, par exemple, ben, je ne souhaite pas que Stani soit condamné. Je reste convaincu, comme il me l'a dit, pour ceux qui ne le savent pas, je pense que je suis parmi les premières personnes que Stani a appelées quand il était arrêté. On va terminer avec une ou deux questions. La première, c'est les États-Unis qui ont publié un communiqué il y a quelques jours, vous menaçant de sanctions. Les États-Unis? Oui, encore. Qu'est-ce que vous appelez États-Unis? Un sénateur, c'est... Oui, il représente des élus. Jean-Marie, attention. Laissez-moi finir la question. Non. Ça, là, un sénateur, c'est un élu. Ce n'est pas il n'engage pas les États-Unis. Il parle au nom du peuple américain. Je dis bien qu'un sénateur congolais ne peut pas engager la République, vous le savez. Ou bien ça parce que c'est un Congolais, il est différent du sénateur américain. Mais c'est eux qui peuvent conseiller à leur gouvernement de le faire. C'est aussi les sénateurs congolais qui peuvent conseiller aussi à notre gouvernement. Donc, ils n'engagent pas les pays lorsqu'ils prennent position. Mais quand ils disent qu'ils peuvent vous sanctionner en cas de répression pendant les élections, il y a longtemps que le Congo, il y a trop longtemps, ça, moi je n'accepte pas ça. Il y a très longtemps que le Congo est indépendant. Et nous n'acceptons pas des petites menaces de messieurs. Les sénateurs sont de petits messieurs. Je dis bien des messieurs, soient-ils sénateurs américains, qui viennent ici faire des menaces sur nos institutions. Ça, on n'accepte pas. En revanche, je suis d'accord que le processus électoral soit le plus transparent possible. Mais venir brandir des menaces, je dis bien des petites menaces d'ailleurs, ça, on n'acceptera pas. Les autres ont été sanctionnés. Hein. Et ils sont morts. Les Nanga, les Mende... Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont morts? Nous n'encourageons pas les bévues, nous n'encourageons pas la faute, mais nous sommes un peuple, nous sommes un pays, nous méritons un peu de respect. Terminons avec une question sur la faisabilité du processus. Vous allez faire comment pour à la fois gérer l'État, sécuriser le pays et aller faire campagne? Vous savez, l'avantage que j'ai, que je suis candidat à Kinshasa, c'est question juste d'organiser mon temps. Il y aura des temps où j'irai rencontrer ma base et le reste du temps, je consacrerai à mon travail. Sans escorte, quand vous allez voir la base? Pourquoi je dois aller sans escorte? Voilà, vous êtes candidat. Bien sûr, les candidats ont besoin d'une protection. Mais pas comme ministre de l'Intérieur. Mais je porte ici la casquette du ministre de l'Intérieur, sauf si mon escorte va commencer à empêcher les autres à faire leur campagne. Mais s'ils sont là pour me sécuriser, je ne vois pas de mal. Optimiste ou pas pour ces élections? Je suis optimiste. J'ai confiance et je sais que le peuple congolais va opérer les bons choix et les bons choix, c'est Félix Tshisekedi. Merci, Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre, bien évidemment. On va vous suivre pour voir comment la campagne et la sécurisation du processus va se faire et surtout cette émission en exclusivité. Dès que cette campagne est lancée désormais, les gouverneurs, les territoriaux, vous êtes avertis, pas d'entrave, tout le monde doit faire campagne partout, à travers la République. Mais ça, c'est même visible. Vous voyez, depuis un temps, les opposants circulent librement. Ils font leurs meetings, personne ne les empêche. Ça, les gouverneurs sont en train d'observer les instructions que nous avons données. Et j'y veille. Merci, monsieur le ministre. À très bientôt, avec le même plaisir. Et l'émission est déjà disponible sur toutes les plateformes. Réagissez, comme vous le pensez. À bientôt.